Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Je suis pas méchant, je crois que je suis lucide, mais de toute façon, c'est un secret de polichinelle que l'appareil du Parti communiste accélère une crise qui est historique, qui est celle du stalinisme, et elle l'accélère en ayant mis en orbite le Parti communiste autour du Parti socialiste pendant plus de 5 ans. Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les militants du PC, leurs sympathisants, leurs électeurs qu'on a retrouvés dans la rue régulièrement pendant plus de 5 ans, dans les entreprises, y compris la mienne à la Poste, et qui comprenaient tout simplement pas pourquoi le samedi et le dimanche, on se retrouvait ensemble dans la rue, et puis le lundi, mardi suivant, leurs députés votaient exactement le contraire sur les bancs de l'Assemblée. Vous pensez que la Ligue communiste révolutionnaire est l'avenir de la gauche? J'aurais pas cette prétention-là, je pense que forcément que c'est le meilleur outil pour construire autre chose, mais nous, ce qu'on essaye de dire depuis quelques temps maintenant, c'est qu'en gros, si on était un peu cohérent, il devrait y avoir deux gauches. Il pourrait y en avoir plus, évidemment, mais la cohérence, ce serait qu'il y ait deux gauches, une gauche, une fois de plus, satellisée par le Parti socialiste, qui est complètement convertie au libéralisme, qui pense qu'on peut, en gros, réconcilier le bien-être social de l'humanité avec l'économie de marché. Moi, je leur souhaite bien du courage. Ça fait plus de 25 ans. Impossible, ça. Écoutez, ça fait plus de 25 ans qu'on se prend le libéralisme dans la tronche, et puis honnêtement, il n'y a plus grand monde qu'en veut aujourd'hui dans les couches populaires. Et puis il y a une autre gauche dont on n'est pas les seuls représentants, et c'est aussi ça l'enthousiasme dont on se revendique, qui est une gauche sociale, une gauche anticapitaliste, qui est une gauche féministe, qui est une gauche anti-guerre aussi. Et je crois qu'il y a une polarisation qui va s'accentuer à gauche entre ces deux courants-là, un peu à l'image de ce qu'on voit dans le mouvement social. Est-ce que vous allez dépasser la Ligue communiste révolutionnaire pour faire un grand parti populaire anticapitaliste? Je crois qu'on a toujours le projet de quelque chose qui est plus large que nous, qui est même plus large que la seule extrême gauche, qui serait une fois de plus de construire un nouveau parti qui défendrait jusqu'au bout les intérêts du monde du travail, qui défendrait les intérêts de la jeunesse, face à la droite particulièrement actuellement, qui est particulièrement réac et sécuritaire. Vous êtes sécuritaire? Je trouve qu'aujourd'hui la France a besoin d'une autre politique en matière de sécurité. Vous savez, je suis maire d'une commune qui s'appelle Valréas, de 10 000 habitants. Pour la première fois cette année, j'ai dû fermer la piscine parce que, pardonnez-moi, la piscine, toutes les nuits, j'ai le bordel dedans, c'est-à-dire qu'elle est saccagée systématiquement. Et je pense que la France d'en bas aussi, par moment, c'est peut-être de lui donner les moyens de vivre au quotidien normalement. Voilà peut-être, alors ce que certains appellent une politique sécuritaire, mais peut-être que si la politique sécuritaire, c'est de donner le moyen à la France d'en bas comme à la France d'en haut de vivre normalement, je la soutiens. Et je pense qu'aujourd'hui, contrairement à Olivier Besancenot, on a besoin d'une autre politique en matière de sécurité. Alors, et la France des gardes-barrières, près de Verdun, elle pense quoi là? Des gens de la France d'en bas, en haut, de long, en large et en travers. Non, il y a un truc qui est assez passionnant dans l'arrivée de M. Besancenot. Et puis, en fait, je trouve que toute cette politique-là a été un peu ennuyeuse depuis quelques années. Le fait que tout d'un coup, il y a un président de droite, une assemblée de droite, ça vous a secoué les puces quand même, là. Hein. Ça vous a remis un peu de charbon dans la chaudière, parce que tout le monde était un peu... Mais vous savez quoi, Michel? Même François Hollande s'est énervé cette semaine. C'est incroyable. Incroyable. Il a bougé. Non, mais, voilà. Alors, Olivier, vous donnez une très très bonne image de la Ligue communiste révolutionnaire par rapport à Krivine, qui faisait quand même un petit peu le vieux bolcho 68 art. Mais alors, vous ne faites pas beaucoup de références au trotskisme. Hein. Vous dites avoir découvert Trotsky sur le tard. Vous dites pas sûr qu'il aurait fait mieux que Staline. Vous dites trotskiste, ça n'a pas vraiment de sens depuis qu'il n'existe plus de stalinien. Alors, est-ce que vous ne seriez pas à la Ligue communiste révolutionnaire ce que Robert Hue a été au Parti communiste, si vous voulez, un liquidateur de l'idéologie? Non, parce que l'idéologie de la LCR, ça n'a jamais été le trotskisme en tant que tel. Une fois de plus, d'ailleurs, Alain Krivine l'a toujours répété, qu'il se sentait trotskiste face aux staliniens comme il se sentait juif face aux antisémites. Mais que moi, je n'ai pas à rougir, sans jeu de mots bidon, de l'héritage de mon organisation, qui est l'héritage d'un courant qui, effectivement, a combattu le stalinisme et qui permet, comme certains autres courants, mais ils ne sont pas très nombreux en réalité, comme les libertaires, les guévaristes et quelques autres, de pouvoir dire qu'encore aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord avec le capitalisme sans être accusé de tous les maux, sans être suspecté d'être un stalinien en puissance. Pour moi, le communisme et le stalinisme, ça n'a jamais été, ce sera jamais la même chose, parce qu'en plus d'être un dictateur sanguinaire, Staline a été un contre-révolutionnaire. Ça a été l'équivalent de ce qu'était Napoléon pour la Révolution française, par exemple. Tout à fait. Alors, en fait, là, vous avez été très malin. C'est que l'organisation Lutte ouvrière, celle de Arlette Laguillet, a fait 5,72. Vous avez fait que 4,25. Mais ce qui vous a boosté réellement, c'est que le soir du premier tour, c'est vous qui avez appelé tout le monde à descendre dans la rue contre Le Pen, alors que Arlette s'est beaucoup moins prononcée. Je crois que ça est une autre série d'éléments. C'est en gros le refus systématique de Lutte ouvrière des propositions unitaires qu'on lui faisait depuis quelques temps, notamment aux élections, y compris pour les élections présidentielles et législatives, ce qu'elle avait
ce qu'elle avait refusé. Nous, on était prêts à faire cet accord-là en Mais ayant nos un accord, désaccords. qui se serait présenté pour la présidentielle? Nous, c'était autour de la candidature d'Arlette, parce que c'était évidemment la Vous plus... étiez prêt à soutenir Arlette? Faire une campagne commune autour de sa candidature, parce que c'était la plus populaire d'entre nous. Alors je disais coup de génie en 30 secondes le soir du premier tour, appeler les gens à descendre dans la rue contre Le Pen. L'autre coup de génie, ça avait été celui d'Alain Krivine, qui avait pris un risque en vous sortant de son chapeau. Vous n'êtes pas un pro de la politique, vous êtes un jeune salarié, vous gagnez 6 700 francs par mois. C'est vrai que ça tranche avec les autres candidats. Ça, c'est sûr. À plein d'égards, de toute façon, on a essayé de faire un pari qui était effectivement un pari plutôt gonflé. Ouais, c'était risqué. Hein. C'était gonflé, c'était d'essayer à notre faible échelle, de montrer qu'on pouvait essayer de réhabiliter un peu la politique en prouvant justement que la politique doit surtout pas devenir un métier. En plus, on avait encore une autre anomalie, c'est qu'on se présentait à une fonction qu'on propose d'abolir, parce que nous, on n'est pas d'accord avec le régime présidentiel. On pense que dans le cadre de la Ve République, c'est un pouvoir exorbitant qui fait qu'un seul type aujourd'hui a quand même le pouvoir d'appuyer sur un bouton nucléaire, ce qui est quand même vachement rassurant quand on voit la gueule de certains autres candidats et quand on sait que Le Pen arrive au deuxième tour des élections présidentielles, par exemple. C'était risqué, ça a payé. Vous y croyez au début quand vous l'avez vu arriver, Besancenot, franchement? Non, mais il est sympa. Il s'est bien démerdé. Hein. Oui, franchement, pour un amateur, il est bon. Pourquoi c'est la peine de faire toutes ces grandes écoles? Bah non. J'ai pas fait les nerfs. Vous le trouvez comment? Vous le trouvez sympa, sérieux, Francis? Pas du tout. Je trouve qu'il est... je suis très étonné qu'il affirme qu'il ne faut pas être professionnel en politique. Quand je vais dans un hôpital ou quand je vais, je sais pas, en éducation nationale, en chirurgie, j'ai besoin d'être rassuré par un vrai professionnel. Je le trouve pas sympa, c'est pas sa principale qualité. Sa principale qualité, c'est d'être vrai. Ou de faire croire qu'il est vrai. Ouais. À ce moment-là, il serait très habile. Ouais. Et moi, à chaque fois que je l'ai vu passer, je me suis dit, si je pensais pas ce que je pense, après tout, je voterais peut-être pour lui. Mais je ne voterai jamais pour lui, vu ce que je pense. Oui. Je veux dire, c'est une question de génération. Peut-être que si j'avais votre âge, je reviendrais. En 68, j'étais dans la rue. Alors, est-ce que cette révolution qui doit abattre le capitalisme, est-ce qu'elle peut passer par les urnes? Est-ce que vous croyez qu'un jour, il y aura une majorité de gens qui diront en France, à 51% en tous les cas, on ne veut plus du capitalisme? Le cas idéal, ce serait effectivement une coalition d'organisations, du mouvement social, de partis politiques qui arriveraient au pouvoir pour défendre les intérêts de la majorité de la population. Ça n'arrivera pas. Et qui prendrait le pouvoir et qui pourrait mener tranquillement sa politique. Le problème, c'est que tous les exemples... Ça ne peut pas arriver puisque la propagande capitaliste ou l'idéologie capitaliste est tellement forte qu'il n'y aura jamais 51% des gens qui voteront contre le capitalisme. Mais comment elle peut marcher, cette révolution? C'est-à-dire, comment vous pouvez y arriver, puisque ça ne sera pas par les urnes, ça peut être que par la violence, ça peut être que par une prise de pouvoir, par la force? Non, je crois que ce serait une mobilisation sociale historique, comme il y en a déjà eu en France, par exemple, équivalent d'un 1936, d'un 68, d'un décembre 95 qui réussirait, c'est-à-dire où les salariés du secteur privé seraient aussi de la partie, et puis qui poserait effectivement des questions politiques, parce que quand un pays est bloqué économiquement, c'est-à-dire ceux qui produisent au quotidien les biens, les richesses décident de s'arrêter, et le problème c'est d'organiser la société. Donc avec ou sans révolutionnaires, de toute façon, il y a des comités qui sont dans les usines, dans les quartiers. Vous pensez que ça passera plus par une grève générale? Je pense qu'une grève générale, bien sûr, mais je veux dire, il n'y a pas de... Non, on essaye de comprendre. Il y a un truc qui se passe, que ce soit vous, que ce soit Arlette, on vous voit, vous nous parlez toujours de changer la société, mais enfin, bon, parlez-y, on voit bien que ça ne va pas se passer, puisque vous êtes dans des chiffres qui sont quand même inférieurs à 5% du corps électoral. Donc on essaie de comprendre comment ça pourrait se passer, et ça on vous en parle jamais en fait, on vous dit pas par exemple, imaginez que cette révolution est réussie, est-ce que les gens qui votent pour vous savent ce que vous ferez quand vous serez au pouvoir? Évidemment, parce qu'ils auraient le pouvoir de nous contrôler, et puis surtout on ne serait pas tout seul au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous ferez? Alors on va prendre des exemples, est-ce que vous allez réétatiser l'économie par exemple? Est-ce que vous allez tout renationaliser par exemple? Non, on n'est pas les rois de la nationalisation à tout craint. Et en plus je suis trop bien placé pour le savoir à la Poste, qu'on peut être dans une entreprise nationale, et nationaliser ou autre, et être parfaitement exploité à l'intérieur de cette entreprise. Alors, est-ce que vous resserreriez l'éventail des salaires? C'est-à-dire, vous dites, et vous n'avez pas tort, qu'en France, un PDG gagne 500 fois le SMIC, enfin il y en a en tous les cas. Est-ce que vous allez resserrer l'éventail des salaires? On répartirait différemment les richesses, bien entendu, de façon égalitaire. Il y aurait quand même un éventail, il y aurait quand même des gens qui gagnent un peu plus que les autres. Mais je veux dire, la discussion... savoir ce qui va se passer. Non, mais la discussion... Bien, Thierry, il s'intéresse. La discussion qui nous mène sur le projet de société clé en main, elle n'existe pas, parce que c'est l'autre... L'autre peut-être bilan du stalinisme, c'est d'essayer de faire croire que les révolutionnaires auraient forcément un projet de société clé en main, ligne à ligne à proposer. Ben non, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'il y a effectivement un bilan à faire. Non, il faut faire confiance en nous-mêmes, en nous tous, pour la majorité de la population. Alors par exemple, est-ce que la réduction du temps de travail, ce sera combien? Imaginez que vous soyez au pouvoir ou vos idées soient au pouvoir. C'est 32 heures, 30 heures, 25 heures, 20 heures, c'est combien?
Eh ben, ça sera calculé en fonction des demandes de la société, c'est-à-dire on calculera le temps de travail pour que tout le monde ait un job. C'est-à-dire qu'on travaillera tous en travaillant moins. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'intérieur pourront enfin travailler dans des conditions plus décentes et il n'y aura pas, comme c'est le cas actuellement, des personnes qui sont obligées de galérer au jour le jour, soit sans emploi, soit dans des petits boulots précaires. Et payer pareil. Et avec une répartition égalitaire des richesses. Alors, mais il y a quand même des... Je veux dire, prenons par exemple notre métier. On ne peut pas travailler par semaine 35 heures. C'est impossible. Si on comptabilise le nombre d'heures de travail, on dépasse ça de 2 ou 3 fois. Sinon, on ne peut pas faire ce métier. On est éjecté. Alors comment on fera? Mais il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne vous propose pas quelque chose de centralisé. Ce que je vous propose, c'est un autre fonctionnement où précisément, chacun dans sa branche choisira. Et absolument. Et chacun adaptera. Nous, notre projet de société, c'est faire passer les besoins avant les profits. Ça veut dire qu'on organise la société en fonction des demandes, mais des demandes réelles, y compris des demandes au travail. Parce que pour moi, faire la révolution, c'est effectivement changer notre vie au travail. Parce que je pense qu'en gros, il n'y a pas mieux placé que la majorité de la population pour savoir quels sont ses besoins et comment on peut les satisfaire, y compris au boulot, quelle que soit la branche. Olivier, pardon, en 68, vous n'étiez pas là, mais moi j'étais là, et je vous assure que c'est un peu malléable, mais disons que c'était à peu près le même raisonnement. Ouais. Du fond du cœur, ils sont descendus, on est descendus dans la rue. Il y a eu des morts, on s'est fait tuer, on s'est fait tabasser, tout. 30 ans après, ceux qui étaient de ma génération se sont retrouvés au pouvoir. Pourquoi n'ont-ils pas pu réaliser leurs rêves? Peut-être tout simplement parce qu'il y a 68 n'a pas eu l'élan et la portée qu'elle aurait voulu avoir, parce qu'il manquait quelque chose effectivement à 68, mais moi de toute façon ce que je sais c'est que c'est une autre histoire pour moi. C'est une autre histoire, c'est notre génération. C'est assez drôle, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui... Non, mais c'est assez drôle parce que vous lui dites, mais mon pauvre gars, on a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Alors nous, on a essayé, mais je peux vous rassurer, c'est un discours que j'entends depuis quelques temps où je suis rentré en politique. D'ailleurs, quand j'ai commencé, on a commencé à m'expliquer ça. On m'a commencé à m'expliquer que, notamment dans les organisations qui sont celles de la gauche plurielle aujourd'hui, il faut être un peu responsable, que tout ça a été tenté, espéré. Moi, je continue à avoir l'espoir, l'enthousiasme, mais je ne vois pas pourquoi j'arrêterais parce que à Seattle, à Gênes, à Porto Alegre, et cette année en France, parce que le sommet du G8 aura lieu ici, il y aura encore des dizaines de milliers de jeunes qui vont descendre dans la rue, qui vont interpeller cette gauche qui n'arrête plus, Olivier, et qui vont leur dire, écoutez, comment on peut faire pour changer les choses. Imaginons que vos idées soient au pouvoir, augmentation de la durée des congés payés, oui. Oui, mais la discussion, mais évidemment... Mais non, attendez. Moi, je n'ai pas voté pour vous. Mais peut-être qu'un jour, on s'enseigne. D'un autre côté, si on bosse moins, on aura peut-être moins besoin de congés aussi. Parce que vous n'avez pas les bonnes fiches. Bon. Vous n'avez pas les bonnes fiches, parce que les bonnes fiches, c'est pas de me demander, dites-moi quelle est votre société, et en gros, je voterai pour vous, parce que c'est pas mon idée de la politique. Mon idée de la politique, on peut en discuter, c'est comment on fait pour changer le monde. Alors discutons-en. Mais moi, si vous me demandez un truc clé en main, le budget clé en main, non, je ne vous parle pas d'argent, là, pour le moment. Est-ce que légalisation du cannabis, oui? Oui. On va changer le monde alors déjà. Autorisation des rave parties, je dis ça pour lui. Sûrement, et qu'on les laisse tranquilles et qu'on n'aille pas faire croire qu'on va chasser les terroristes. Alors vous êtes contre les paradis fiscaux. Hein. Est-ce que vous pensez à l'annexion de Monaco et au renversement des Grimaldi, par exemple? Mais que va devenir Paris Match? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez mettre des journalistes, des vrais journalistes au chômage. Alors voyons. Non. On est d'accord. Tout ça, c'est de belles et bonnes idées. On est d'accord, évidemment. On peut être que d'accord avec ça. Les gens vont choisir, ils vont être plus heureux, ils vont moins travailler, les salaires vont être mieux répartis. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, est-ce qu'ils iront en prison? Bien entendu. Puis il y a des blindés soviétiques qui sont juste derrière moi et puis je continue à manger les enfants. Bien sûr que non. Mais je veux dire, la discussion n'a pas de sens. La discussion n'a pas de sens. Le problème qui se pose aujourd'hui, si vous voulez discuter de ce qui peut intéresser, par exemple, aujourd'hui des dizaines de milliers de jeunes, c'est de savoir si changer la société, c'est encore possible. Parce qu'à l'échelle de ce qui s'est passé pendant un siècle, c'est l'idée même qu'on pouvait changer le monde qui a été effectivement complètement discréditée. Soit parce que c'est trop romantique, soit parce que c'est trop utopiste, soit parce que ça amène forcément à quelque chose qui fera fuir les capitaux. C'est ça qu'on a essayé de nous faire croire. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui, avec ou sans nous, est en train de redémarrer comme demande. Le problème, c'est de savoir si oui ou non on peut réhabiliter le goût de changer le monde, le goût de la révolution. Et pour moi, la révolution, c'est tout le contraire de la destruction. C'est tout le contraire de la violence gratuite. C'est pas une flaque de sang à chaque coin de rue. C'est pas des tribunaux militaires qui sont présents ou des prisons partout. La révolution, pour moi, c'est la construction d'autre chose, d'une autre société. Alors, pour le moment, c'est pas vous qui êtes au pouvoir, c'est pas vos idées, c'est Chirac, Raffarin. Vous leur aviez promis une rentrée sociale un petit peu agitée. C'est assez cool, là, pour le moment.
Je leur ai pas promis à moi tout seul, en plus je lis pas dans le mar de café. Ce Non, que je sais, bon. c'est que eux ont la trouille de ça. Ouais. Eux, leur angoisse, c'est décembre 95. C'est une nouvelle manifestation contre le plan Juppé, donc ils le cachent un peu en espérant que ça redémarre pas. Mais je crois qu'il y a tous les ingrédients, d'abord pour que les gens soient écœurés, dégoûtés et révoltés. Et puis surtout, je crois que la droite a toutes les bonnes raisons d'avoir la trouille. Pour la classe ouvrière, quels que soient ses défauts, il aurait quand même mieux valu que Jospin soit président, non? Il était Premier ministre avant et je crois que malheureusement ça n'a pas changé grand-chose. Olivier Besancenot, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir été de ceux qui ont fait battre Jospin? Non, parce que je ne fais pas du tout partie de ceux qui ont fait battre Jospin. Je n'ai pas empêché les organisations de la gauche plurielle, qui étaient 4 ou 5, de présenter une candidature unique, par exemple. Et d'ailleurs, je crois que même Lionel Jospin ne nous a jamais pointé du doigt l'extrême gauche, parce qu'il savait qu'on avait des désaccords politiques avec lui, qu'on a fait entendre pendant 5 ans de gestion de la gauche plurielle.